Ils étaient nombreux les cinéastes amateurs? Il y avait en France 1 million de caméras Super 8. Mais la plupart des possesseurs de caméras ne faisaient que du film de famille, leurs films restaient à l'état brut. Nous étions en France que seulement quelques milliers à monter des films. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et nous sommes encore quelques milliers de vidéastes amateurs, issus pour la plupart des cinéastes amateurs argentiques, qui montons nos vidéos. Une caméra, c'est comme un stylo. Si tu ne connais pas l'orthographe, tu n'es pas capable d'écrire une belle lettre. Un caméscope, c'est la même chose. Si tu ne connais pas les règles du 7e art, tu ne feras rien avec cet appareil. Papy, depuis tout à l'heure tu me parles des films argentiques, mais c'est quoi un film argentique? La photographie a été inventée en 1816, donc tu vois il y a longtemps, par Nicéphore Niepce. Et à cette époque, les photos étaient faites sur des supports solides. En 1900, 1910 et encore un peu plus tard, les photos étaient faites sur verre, tout au moins les négatifs. Voici des négatifs qui datent d'environ 1900-1910. Jette un coup d'œil. Elles ont 100 ans. Attends, d'un coup de passe-passe informatique, je te transforme le négatif en positif. Pouf! Et regarde la femme, elle est habillée comme pour aller à un bal masqué. Ouah, quand même, 100 ans. Ça fait drôle, hein? Il y a 2 siècles, on savait déjà projeter des images avec des lanternes magiques. Ces images, c'était des dessins qui étaient faits sur des plaques de verre. En 1830, il y avait des appareils qui contenaient une dizaine ou une douzaine de dessins qui reconstituaient le mouvement. Quand on tournait la manivelle, ces dessins défilaient et la persistance rétinienne reconstituait le mouvement. Et tu as une lanterne magique, papy? Non, mais on peut en voir chez certains collectionneurs. Voici quelques lanternes magiques. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. La lumière était fournie par une lampe à pétrole, d'où la présence de ces cheminées. Tous ces appareils étaient classés dans la rubrique des jouets scientifiques. Aujourd'hui, certains en font collection et les plus rares ont une très grande valeur marchande. Et voici un de ces appareils qui permettait de reconstituer le mouvement. En regardant par la fente, on pouvait voir une petite fille qui jouait à la corde ou un homme qui marche. L'association de la lanterne magique et de la photographie sur un support souple donna naissance au cinéma, conduisait au cinéma. Parce que finalement, un film c'est quoi? C'est une série de photos instantanées qui décomposent le mouvement. En 1890, Edison mit au point le film 35 mm avec sa double perforation, encore en usage aujourd'hui. Jadis, les premiers films, c'était des véritables bombes car très inflammables, alors qu'aujourd'hui, c'est une matière plastique qui a du mal à brûler. À la même époque, les frères Lumière tournent des films et font une première projection publique à Paris en 1895. Mon père m'a raconté qu'il avait conduit sa mère pour la première fois au cinéma. Donc c'était vers 1910. Et elle n'a pas voulu rester. Tout de suite, elle lui a dit « Partons, partons !» Et si tu me parlais des cinéastes amateurs? Oui, j'y viens. Il y a 100 ans, les caméras, les projecteurs, tout ça s'était fabriqué à l'unité par des artisans. Les premières personnes qui s'en sont servies étaient vraiment des cinéastes amateurs. Ils ont dû tout apprendre par eux-mêmes. Tiens. Les premiers cinéastes n'avaient que le film 35 mm à leur disposition. Oui. En conséquence, la réalisation de films n'était possible qu'à ceux qui avaient des moyens financiers importants, ou que des sponsors envoyés de par le monde pour ramener des images. Regarde. Voici les différents formats de films argentiques. Le 35 mm, inventé par Edison en 1890. Comme il y avait de la demande, la société française Pathé, en 1922, créait le format 9:5, avec une perforation centrale.
Puis en 1923, la société Victor a lancé le format 16 mm, toujours en service aujourd'hui, surtout pour les professionnels. À l'origine, le format 16 mm avait une perforation des deux côtés du film. La société Eastman lance en 1932 le 8 mm. Et finalement, Kodak, en 1965, lance le Super 8. Tu vois, la dénomination du film correspond à la largeur, 35 mm, 16 mm, 8 mm. Mais l'image n'occupe qu'une partie seulement de cette largeur. Pour le 35 mm, elle en occupe 22. Pour le Super 8, elle en occupe 5,46. Tu vois, le 8 mm possède des gros trous et le Super 8 des petits trous. Et la couleur, papy, elle est venue quand? Dès le début du cinéma, on a coloré à la main quelques films. La pellicule couleur est apparue vers 1935. Mais c'est seulement dans les années 50 que ça a vraiment commencé à se développer. Et à la même époque pour les films d'amateurs. Papy, quelle différence y a-t-il entre le film argentique et la vidéo? Sur le plan technique, un film argentique, c'est une série de photos instantanées visibles à l'œil nu, alors qu'en vidéo, c'est complètement différent. Voici une vidéo professionnelle. Les images sont inscrites sous forme de signaux magnétiques sur une bande. Et sur une bande sur laquelle on ne voit rien. Tu vois, regarde, je vais la couper. Hop. On ne voit rien, ni d'un côté, ni de l'autre. Sur le plan économique, la différence est vraiment frappante. Voici un film Super 8 de 50 minutes. Le film, le pistage, la bobine, la boîte, tout ça au prix de revient matière, 400 €. Et voici maintenant une cassette mini DV, 60 minutes, alors que le film durait 50 minutes, prix 6 € seulement. 400 € et 600 €. La différence est énorme, hein. Voici un film Super 8 de 3 minutes. Le film, une fois sonorisé, revient à 25 €. Il faut aussi tenir compte de l'investissement, c'est-à-dire du prix du caméscope et du matériel annexe qu'il va falloir utiliser pour faire de la vidéo. Et répartir ce prix sur l'ensemble des productions que l'on va faire. Et il y a aussi d'autres dépenses. Des frais de déplacement, de la location ou l'achat d'accessoires qui parfois ne serviront qu'une seule fois. Les amateurs oublient bien souvent de tenir compte de tous ces frais annexes et cela fausse la comparaison. Tu peux me montrer du matériel de cinéma? Oui, bien sûr. Voici quelques caméras Super 8. Ça, c'est une belle EOL, fabrication américaine. Et voilà une Boer, conception allemande, mais fabriquée en Malaisie. Ah, les Allemands, ils font des caméras? Eh oui, les Allemands en ont fait, mais c'est surtout les Japonais qui en ont fait beaucoup. Ah, ok. Voici une Sankyo muette, une japonaise. Et ça, c'est une Sankyo sonore, fabrication japonaise. Encore une japonaise, c'est une Elmo. Encore? C'était les plus réputés. Ils sont forts, les Japonais, dans le cinéma? Ah oui, les Japonais inondaient le marché de très bonnes caméras. Voici une Niso, fabrication allemande. L'avantage, c'était une très bonne optique. Et une autre Niso. Ouah, celle-là... Également fabrication allemande. Et voici une Beaulieu, la plus réputée des caméras françaises. Une Beaulieu, tu dis? Une Beaulieu. Je connais un collectionneur qui possède plus de 300 caméras différentes. Le collectionneur est animé par le désir de posséder, alors que le cinéaste amateur ou le vidéaste amateur est animé par le désir de créer. Tiens, passe-moi une caméra. Dans toutes les caméras, on mettait la même cassette, une cassette standard de 15 mètres de pellicule,
soit 3 minutes à l'écran. Une fois que le film était terminé, on envoyait la cassette au laboratoire dans une enveloppe spéciale et quelque temps après, le film revenait. On trouve encore des cassettes Super 8? Oui, on en trouve encore. La très grosse majorité des possesseurs de caméras en restaient là. Le film était à l'état brut, il ne faisait pas de montage. Toi, papy, tu montais tes films? Oui, bien sûr, pour faire un montage, il faut une visionneuse. Celle-ci est une visionneuse toute simple. Elle est à avancement manuel. On peut y adapter un accessoire. J'y ai mis un compteur d'images. Celle-ci est une visionneuse motorisée. C'est-à-dire que l'avancement se fait au moteur. Et on peut aussi y adapter des accessoires. Tu vois ici, j'y ai mis un lecteur de son. Et avec une colleuse, on enlève les morceaux de film dont on ne veut pas. Et puis on met les autres dans l'ordre souhaité. Moi j'utilise toujours de l'adhésif, d'autres utilisent de la colle. Ces films, une fois qu'ils sont finis, que deviennent-ils? Les cinéastes chevronnés participaient à des concours. Eh, papy, il y a de la triche dans les concours? De la triche. Ah oui, est-on bien certain que celui qui présente ces films en est bien l'auteur? Il y a eu des tricheries, dont une célèbre dans notre région à propos d'un documentaire sur la Turquie. Sur la Turquie? Et alors? Un individu qui les années précédentes n'avait pas fait grand-chose, a cette année-là remporté tous les prix. Et quelques jours plus tard, voilà que ce film passe à la télévision. Et on voit au générique qu'il a été réalisé par une entreprise parisienne. Et aujourd'hui, il y a encore des tricheurs? Aujourd'hui, avec la vidéo, il est très facile de pirater des images professionnelles et de les inclure dans un documentaire, par exemple.